in the land. That's because after Trump faced a stinging week of pushback from the lower courts on a number of his controversial policies, it's expected that he will take his grievances to the conservative majority Supreme Court in an effort to overturn those rulings. Already this week, Trump has asked the Supreme Court to step in and overturn a ruling that found his sweeping tariffs to be illegal. Since returning to the White House, SCOTUS has come to Trump's aid on a number of cases. We've talked about him on this show, leading to the ire from other federal judges. Certains gestes révèlent à des tensions, qui ne sont généralement pas visibles en public. En fin d'après-midi, un mardi, à Washington, un événement inhabituel a bouleversé l'atmosphère d'une cérémonie officielle qui, jusque-là, s'était déroulée dans le respect du protocole. Au cours d'une cérémonie publique à laquelle assistaient des représentants des trois pouvoirs, un ministre de la Cour suprême des États-Unis s'est levé de son siège et, sans un signe ni une déclaration, a quitté les lieux au moment où le président de la République, dans un discours improvisé, mentionnait que le pouvoir judiciaire ne devait pas, selon ses propres termes, s'ingérer dans les décisions de l'exécutif soutenu par le peuple. Le silence qui s'ensuivit dans la salle fut bref, mais significatif. Le départ ne fut précédé d'aucune protestation, ni accompagné d'aucun bruit. Seulement l'image d'un membre de la plus haute instance judiciaire se retirant, alors que le chef de l'exécutif relativisait, lors d'une émission nationale, le rôle constitutionnel de la Cour elle-même. L'impact de cet épisode ne se limita pas à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Dans les heures qui ont suivi, sans confirmation officielle de l'identité du magistrat qui s'était retiré, les médias et les analystes juridiques ont commencé à considérer ce geste comme le signe d'une tension croissante entre les pouvoirs, en particulier au vu d'une série de déclarations dans lesquelles le président remettait en question non seulement des décisions judiciaires spécifiques, mais aussi le fondement même du contrôle juridictionnel dans son ensemble. La rupture ne s'est pas produite par le biais de décrets ou d'affrontements explicites entre les institutions, mais par un geste calculé qui a modifié la perception de l'équilibre entre les branches du gouvernement. Les ministres de la Cour suprême s'expriment rarement en public en dehors des sessions de la Cour, et lorsqu'ils le font, ils limitent généralement leurs déclarations à des questions institutionnelles abstraites. Un acte physique tel que celui-ci, se lever et quitter la salle alors que le président était encore en train de parler, marque dans la pratique un type de réponse qui dépasse le domaine, et entre dans le domaine de la communication interinstitutionnelle par d'autres moyens. La Cour, en tant qu'organe, n'a pas publié de communiqué, mais le geste, en soi, a été interprété comme une marque de limite. Ce mouvement intervient à un moment où l'exécutif fédéral est confronté à des questions sur l'étendue de ses pouvoirs dans des domaines tels que la politique migratoire, le commerce international et la sécurité nationale. Plusieurs décisions présidentielles récentes, fondées sur des déclarations d'urgence, ont fait l'objet de contestations judiciaires, générant des conflits successifs devant les tribunaux inférieurs et exigeant des prononcés de la Cour suprême. À plusieurs reprises, des membres de l'exécutif ont exprimé leur mécontentement quant au rythme et à la teneur de ces révisions, suggérant, directement ou indirectement, que les tribunaux outrepassaient laissaient leur rôle et faisaient obstruction à des décisions soutenues par la majorité électorale. C'est dans ce contexte que, en mentionnant les résistances techniques des magistrats éloignés de la volonté du peuple, le président a fini par franchir une ligne interprétée par beaucoup comme une attaque indirecte contre le principe de la séparation des pouvoirs. La réaction de la communauté juridique a été immédiate. Des organisations de juges fédéraux, des associations de droit constitutionnel et d'anciens membres de la Cour suprême ont publié des déclarations renforçant le rôle de la révision judiciaire en tant que pilier du système. Aucune de ces déclarations n'a directement mentionné le départ du ministre, mais la simultanéité des prises de position et le ton inhabituel adopté suggèrent une lecture coordonnée de la gravité du moment. Parallèlement, des membres du Congrès ont entamé des démarches internes pour évaluer les limites de ce qu'ils considèrent comme une conduite institutionnellement compatible avec la fonction de président. Ces discussions restent pour l'instant en coulisses, mais elles soulignent que le geste du magistrat n'a pas été interprété comme isolé ou insignifiant. Le climat politique présentait déjà des signes de friction avant cet épisode, mais l'image d'un ministre quittant la salle pendant un discours présidentiel en direct a donné une nouvelle visibilité à une tension qui s'accumulait dans les documents, les votes divergents et les interviews prudentes. Ce changement d'échelle, de l'implicite au perceptible, a conduit les analystes à considérer la relation entre les pouvoirs non plus comme usée, mais comme instable.
Le geste a été interprété non seulement comme un rejet personnel, mais aussi comme un avertissement institutionnel, même s'il n'a pas été formalisé. Dans des moments comme celui-ci, il est d'autant plus important d'observer les développements avec une attention redoublée. Pour ceux qui suivent la scène politique américaine avec un intérêt critique, l'intérêt réside dans la compréhension de la signification de chaque geste dans l'architecture des institutions, plutôt que dans les réactions immédiates. C'est pourquoi nous continuerons à suivre de près chaque signe qui émerge des coulisses et des scènes officielles du pouvoir. C'est dans ce contexte que la Cour suprême des États-Unis se trouve prise entre deux axes de tension distincts. D'une part, la pression continue exercée par l'exécutif pour affirmer son autorité sur des questions traditionnellement soumises à la médiation judiciaire. D'autre part, la nécessité interne pour la Cour de préserver sa légitimité auprès de l'opinion publique sans donner l'impression de réagir politiquement à chaque geste du président. La difficulté de cet équilibre réside dans le fait que les déclarations de l'exécutif sont passées d'une critique ponctuelle à un discours plus large, dans lequel la légitimité des décisions judiciaires est de plus en plus souvent remise en question. Le geste de départ du magistrat ne se produit donc pas dans le vide. Il s'inscrit dans un processus de détérioration progressive des relations entre les pouvoirs qui, au cours des derniers mois, a cessé de se limiter au dossier judiciaire pour s'étendre au discours public et à l'imaginaire institutionnel. À partir de là, il devient indispensable de rétablir les cadres formels qui régissent les relations entre les trois pouvoirs aux États-Unis. Le système constitutionnel américain était construit sur le principe des freins et contrepoids, fondé sur la séparation fonctionnelle entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. La révision judiciaire, établie à partir de l'affaire Marbury contre Madison de 1803, garantit à la Cour suprême le pouvoir d'interpréter la Constitution et d'invalider les actes des autres pouvoirs qui sont en contradiction avec celle-ci. Il s'agit d'un pilier du constitutionnalisme moderne, reconnu même par les juristes critiques à l'égard de l'activisme judiciaire. L'autorité conférée à la Cour n'est pas purement décorative, elle a le pouvoir d'annuler des actes administratifs, de révoquer des normes et d'imposer des limites à l'action du président. En temps normal, ce pouvoir est exercé de manière discrète, avec des décisions collégiales et un langage technique. Mais en période de tension entre les pouvoirs, il devient l'objet d'un conflit institutionnel. Cette convergence aide à comprendre pourquoi le geste isolé d'un magistrat qui se retire d'un événement peut être interprété comme faisant partie d'un ensemble plus large. Bien qu'elle ne dispose pas de son propre appareil coercitif, la Cour exerce une influence grâce à son autorité interprétative et à la confiance du public. Lorsque cette confiance est ébranlée, que ce soit par des discours qui délégitiment ses décisions ou par des pressions directes sur les juges, l'institution se voit contrainte de réagir, même par des moyens non conventionnels. La déclaration ultérieure du président de la Cour, bien que soigneusement rédigée en langage juridique, a été interprétée par les experts comme une tentative de réaffirmer les limites constitutionnelles de la fonction présidentielle sans transformer le différend en affrontement direct. En soulignant que les désaccords avec les décisions judiciaires doivent suivre les voies légales établies, la Cour a signalé qu'elle était attentive au mouvement de l'exécutif, mais qu'elle entendait maintenir sa position institutionnelle au-dessus des disputes rhétoriques. Ce type de tension n'est pas inédit dans l'histoire des États-Unis. À différents moments, des présidents se sont opposés à des décisions judiciaires qui allèrent à l'encontre de leur programme. Le cas le plus souvent cité est celui d'Andrew Jackson, qui aurait ignoré une décision de la Cour suprême sur les droits des Autochtones en déclarant « John Marshall a pris sa décision, maintenant qu'il l'applique ». Bien que la véracité de cette phrase soit contestée, cet épisode illustre la fragilité pratique de l'autorité judiciaire lorsqu'elle est directement remise en cause par l'exécutif. Un autre exemple emblématique s'est produit sous le gouvernement de Franklin D. Roosevelt, lorsque la Cour suprême a invalidé une partie du New Deal. En réponse, Roosevelt a tenté d'augmenter le nombre de juges à la Cour, une proposition qui a suscité une forte réaction institutionnelle et a été abandonnée, mais qui a laissé des traces profondes dans les relations entre les pouvoirs. Ces précédents montrent que les tensions entre l'exécutif et le judiciaire sont récurrentes, mais ils révèlent également que les mécanismes de contention dépendent généralement davantage du consensus politique que de la force normative isolée. La différence, dans le contexte actuel, réside dans la manière dont le conflit se manifeste, non seulement en coulisses, mais aussi dans des déclarations publiques, des retransmissions en direct et des gestes très médiatisés. L'utilisation récurrente des réseaux sociaux par l'exécutif contribue à donner à l'attention institutionnelle
des allures de spectacle, rendant difficile l'action discrète et technique des autres institutions. En outre, le Congrès, constitutionnellement chargé d'exercer un contrôle sur les deux pouvoirs, est politiquement fragmenté, ses dirigeants étant divisés sur la manière de réagir aux déclarations du président. Cette paralysie législative accentue le sentiment que le système de frein et contrepoids est déséquilibré, amplifiant le poids de la Cour en tant que dernier rempart de contention. Au cours des dernières semaines, des documents internes et des votes récents suggèrent que les magistrats de la Cour suprême sont conscients de la sensibilité du moment. Des décisions qui auparavant auraient été prises dans un langage technique incluent désormais, dans leurs votes concurrents ou dissidents, des réflexions explicites sur les limites du pouvoir présidentiel. Certains ministres ont utilisé leur propre dossier pour défendre le rôle du pouvoir judiciaire dans la protection de l'équilibre entre les pouvoirs, même face à des pressions extérieures. Ce changement de ton, bien que subtil, indique un tournant important dans la manière dont la Cour se positionne face à l'exécutif. Le geste du ministre, qui s'est retiré de l'événement présidentiel, ajouté à la déclaration du président de la Cour, semble avoir ouvert une nouvelle phase, dans laquelle la Cour suprême assume un rôle plus actif dans la défense de sa propre autorité. Cela attire davantage l'attention sur les prochaines étapes institutionnelles. Les décisions en suspens concernant les décrets présidentiels sur le commerce extérieur, la sécurité des frontières et l'utilisation des forces fédérales sur le territoire national devraient servir de baromètre de la volonté de la Cour de s'opposer directement à l'exécutif. Dans le même temps, les dirigeants législatifs commencent à évaluer s'ils doivent convoquer des audiences publiques pour discuter des limites du discours présidentiel à l'égard du pouvoir judiciaire. Bien que ces initiatives en soient encore à un stade préliminaire, elles indiquent une tentative de rééquilibrer la dynamique institutionnelle par le biais des canaux formels. Dans ce contexte, il devient de plus en plus nécessaire de suivre les mouvements qui se produisent en dehors des projecteurs. Les développements réels des crises institutionnelles se produisent rarement en un seul geste, mais plutôt dans la manière dont les institutions absorbent et répondent à ces signaux. C'est pourquoi il est important de suivre de près l'évolution des procédures, les votes des magistrats et les réactions du Congrès afin de comprendre dans quelle direction le système évolue. Notre proposition consiste précisément à continuer d'interpréter avec soin les signes de changement qui passent souvent inaperçus. Il existe plusieurs interprétations concurrentes quant à la signification exacte du geste du magistrat et de la réponse publique donnée par le président de la Cour suprême. Pour un groupe d'analystes institutionnels, cet épisode doit être interprété comme une retenue délibérée, un acte ponctuel et une déclaration soigneusement mesurée, destinée à réaffirmer l'existence de frontières constitutionnelles en vigueur, même lorsque le contexte politique tend à les déplacer ou à les affaiblir. Dans cette interprétation, les signes récents ne constituent pas une rupture, mais une sorte de résistance institutionnelle, une réaction défensive des structures de l'État face à un cycle prolongé de pression exercée par l'exécutif. Pour ces juristes, la Cour évite de franchir le seuil d'une réponse formelle non pas par manque de gravité, mais parce qu'elle considère que l'autorité institutionnelle se préserve avec prudence et discrétion, et non par une confrontation directe. Dans une autre direction, certains juristes voient dans cette situation la preuve d'une érosion structurelle déjà accumulée. Cette lecture soutient que la Cour suprême est poussée à opérer dans un terrain de plus en plus incertain, où son influence pratique dépend moins de la force du texte constitutionnel que de la volonté de l'exécutif de reconnaître dans la pratique les limites imposées. L'argument central est que lorsqu'un président commence à contester systématiquement les décisions judiciaires, à traiter les magistrats comme des adversaires politiques et à insinuer que sa volonté doit prévaloir sur les mécanismes formels de révision, le système de frein et contrepoids entre dans une zone d'érosion institutionnelle. Dans ce cas, la préoccupation ne se limite pas à l'épisode lui-même, mais au précédent qui s'établit pour les futurs occupants du poste, quelle que soit leur orientation idéologique. Selon les informations disponibles, l'ambiance dans les coulisses de la Cour suprême est décrite comme prudente. Après la déclaration du président de la Cour, il n'y a pas eu de nouvelles déclarations publiques, ni de fuite d'informations permettant d'identifier le ministre qui s'est retiré de l'événement. Pour les analystes de la tradition judiciaire américaine, cette absence d'identification est un élément essentiel de la signification de l'acte. Elle renforce son caractère institutionnel, réduit les personnalisations et évite que le geste soit considéré comme un comportement individuel, partisan ou motivé par une dispute interne. Le silence, dans ce sens, agit comme un instrument de protection de l'institution
en maintenant l'accent sur le message transmis, et non sur le profil de l'agent qui l'a exécuté. Le débat tend désormais à s'articuler autour de 3 axes principaux. Dans quelle mesure l'exécutif est-il disposé à respecter les limites judiciaires? Quelle sera la position concrète de la Cour suprême face à des attaques successives? Et comment les autres institutions, en particulier le Congrès, réagiront-elles si l'escalade se poursuit? À ce jour, il n'y a pas de convergence sur la prochaine étape. Certains sénateurs parlent d'audience pour discuter de l'indépendance judiciaire, tandis que d'autres avertissent que ce type d'initiative pourrait intensifier la politisation du sujet. Sur le plan juridique, les associations de magistrats continuent de publier des notes techniques pour défendre l'intégrité des décisions et le fonctionnement du système, mais évitent tout langage pouvant être interprété comme une confrontation ouverte. Dans ce contexte, l'idée même de séparation des pouvoirs fait l'objet de réinterprétations publiques. Certains soutiennent que le présidentialisme américain, au fil des décennies, a excessivement élargi le champ d'action de l'exécutif, le rendant moins vulnérable aux instruments traditionnels de contention institutionnelle. Cette évaluation alimente les propositions de révision du modèle des délégations d'urgence et de la portée des décrets exécutifs, dans le but de rééquilibrer l'arrangement fonctionnel. D'autres, cependant, font valoir que modifier les structures à ce stade pourrait accroître la fragilité, créant des précédents risqués dans un contexte de polarisation. La distance entre réformer pour contenir et préserver pour stabiliser met précisément en évidence l'absence d'une orientation consensuelle. Les analystes soulignent également que dans les mois à venir, les décisions de la Cour suprême dans des affaires sensibles pourraient redéfinir la perception publique de sa force institutionnelle. Si la Cour se prononce contre l'exécutif sur des questions centrales et parvient à garantir une mise en œuvre effective, sans représailles ni désobéissance pratique, cela pourrait compenser en partie l'usure et renforcer la confiance. Mais en cas d'hésitation, de recul ou d'obstacle concret à la mise en œuvre, le risque que le pouvoir judiciaire soit perçu comme affaibli augmente, ce qui compromettrait son rôle d'instance légitime de médiation entre les pouvoirs. Avant de conclure, il est important de rappeler que ce type de situation nécessite un suivi permanent. Les tensions entre les pouvoirs, lorsqu'elles se manifestent par des gestes publics et des réactions officielles, ont généralement des conséquences à plusieurs niveaux, souvent progressives, et pas toujours détectables immédiatement. C'est pourquoi nous continuerons à suivre l'évolution de la situation en nous concentrant sur les institutions et en nous engageant à en faire une lecture critique, objective et cohérente.